Je vais essayer de vous parler de quelques éléments de biologie du loup. Et les éléments que je vais vous donner aujourd'hui, c'est surtout de vous parler de patrons moteurs, pour vous expliquer pourquoi on a de la prédation sur les bovins, quel type de blessure on peut avoir, et pourquoi le loup peut blesser les proies. Et puis pour ça, je vais comparer le loup avec un autre animal qu'on a chez nous, qui est le lynx. Et si vous regardez le loup, si vous voyez la diague que je vous mets ici, le loup a un museau qui est très, très allongé, avec une dentition qui est assez primaire, parce qu'il garde toutes les dents, 42 dents, que le félidé, les lynx par exemple, ils ont plus que 28 dents avec un museau qui est très court. Et que les yeux, l'orbite des yeux qui est orientée différemment. Et si vous regardez simplement ce crâne-là, on voit que le loup est là pour attraper sa proie avec les dents, que le lynx, en fait, il a une mâchoire très courte, donc c'est difficile d'attraper avec les dents, il ne peut pas le faire, c'est très rare qu'il le fait. Il doit compenser ça par autre chose, qui est les pattes avec les griffes rétractiles. Et ça, dans l'évolution, c'est quelque chose qui est fondamental, une grande différence entre les canidés et les félidés, c'est que les félidés ont conservé les griffes rétractiles. Visiblement, les prédateurs avaient tous des griffes rétractiles pour monter sur les arbres. Les félidés ont gardé cette voie-là. Alors quand le lynx court après une proie, il court sur une courte distance, il a un odorat qui est moins bon que les loups. Il a quand même un bon odorat, mais il va plutôt chasser à l'affût, d'où l'orientation de ses orbites, les pattes qui peuvent se retourner comme ceci, et il peut attraper la proie. Une fois qu'il a attrapé la proie, il la saisit, puis il va la mordre ici dessous pour l'étouffer, avec une mâchoire qui est courte, qui est hyper puissante, puisqu'elle est courte, avec tous les muscles qu'il faut pour ça. Le loup, ben, lui, il a perdu les griffes rétractiles, donc lui, il utilise, vous l'avez vu, hein, il marque, il va creuser des tanières, mais il ne peut pas attraper une proie. Puis en fait, les griffes glissent et ça ne marque pas, ça ne coupe pas l'épiderme. La seule manière qu'il a de ralentir la proie, c'est de mordre avec ses canines. Pour ça qu'il a un museau allongé. Et puis en plus, s'il a un museau allongé, c'est qu'il a un nez qui est meilleur, plus de cellules olfactives. Mais pour renifler, il doit amener son museau au sol. Pour amener son museau au sol, il faut un allongement de la nuque, mais un allongement de la nuque, ça veut dire que vous êtes moins puissant. Le lynx a court, un cou très court, qui a une certaine puissance, ben le loup pas. Et le loup, pour avoir cette nuque qui va au sol, avec la tête qui est au sol, pour la tenir, il y a un ligament nucal, comme chez l'humain, comme chez les brebis, que les félidés n'ont pas. Donc le loup va plutôt travailler à l'odorat, suivre une piste et poursuivre. Puis quand il poursuit, pour ralentir la proie, ben, il va la mordre. Il va mordre où? Ben, sur les jarrets, sur les pattes arrière, sur le flanc, et il va blesser. Les canines sont faites pour blesser. Et puis, une fois qu'il a blessé, il ralentit la proie et il peut la tuer. Alors, les espèces sauvages ont évolué pour essayer de se sauver, mais les espèces sauvages sont blessées, et on a des espèces sauvages, comme des fois des bisons, des élans, qui peuvent être consommés vivants, parce que le but c'est de ralentir. Maintenant, vous imaginez cette stratégie de prédation sur des animaux domestiques qui sont plus forcément protégés, ça peut créer quand même des carnages, dans le sens où eh ben, l'animal qui est mordu, un bovin, un jeune bovin qui est mordu, va être mordu sur tout l'arrière-train, et pour le paysan, c'est impressionnant, quoi. Il y a des blessures, ou des fois ils arrachent de la chair, l'animal est encore vivant. Les éleveurs disent, oh putain, le berger, il dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cet animal-là? Il a évolué comme ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est juste sa manière de chasser. Et en fait, quand vous regardez le squelette ici devant, bon, on voit tout à fait comment il fonctionne. Et voyez ici, là, c'est un léopard des neiges, avec ses dents très puissantes, mâchoire très courte, et puis là, vous voyez le loup avec les carnassières, c'est ces dents qui permettent de déchirer la chair et puis casser les os. Et le loup a cette particularité, c'est il a des carnassières, donc ces dents qui ont évolué, hein, qui sont des sortes de lames de rasoir, mais sur une des dents, il a aussi une partie plate qui lui permet justement d'écraser en fait des os, ce que les félidés n'ont pas. Les félidés ont vraiment une pointe, c'est vraiment des couteaux, et c'est plutôt une espèce ou un genre qui est plutôt dans le sens à consommer plutôt que de la chair, que de la viande, que les loups, bah, grâce à cette dent qui a coévolué avec une partie plate, ça lui permet aussi de broyer des végétaux, puis de digérer d'autres aliments que de la viande. Et c'est peut-être pour ça que ça a donné les chiens, et puis pourquoi aussi les prédateurs comme le loup se démerdent mieux dans une nature où il peut changer de nourriture beaucoup plus facilement que la majorité ce qu'on appelle des carnivores vrais, qui sont le lynx par exemple, ou le léopard des neiges. Et le loup a une mâchoire très profonde qui lui permet de transporter de la nourriture. Et ici, vous avez une image d'un veau. Alors, c'est fait en parc animalier.
C'est un veau qui est mort qu'on a mis dans le parc juste pour comprendre comment les loups allaient le consommer, comment le transporter. Et puis là, vous avez aussi une image d'une chasse où vous voyez ici la louve qui transporte un faon de cerf dans la gueule. Je veux dire, c'est impressionnant, elle le tient la tête haute, les pattes qui pendent, et puis elle va faire des kilomètres avec cet animal. On l'a mesuré sur une vidéo, c'est un collègue français qui l'a fait, où on a le loup qui transporte de la nourriture, quoi, de plusieurs kilos, hein, plus de 2 heures, parce qu'il passe différents pièges. 2 heures après, on le voit toujours avec sa bouffe. Donc il est capable de faire des parcours, en tout cas pour nous, de plus de 20 kilomètres avec de la nourriture dans la gueule. Donc il doit avoir une nuque qui tient bien le coup, mais il doit avoir une gueule suffisamment profonde pour que la nourriture soit bien calée. Ça, c'est une des caractéristiques du loup. Et voit ici la canine. La canine chez le loup a cette particularité c'est qu'elle est ovale. Elle est ovale parce qu'elle permet de résister à des tractions avant-arrière. L'animal tire, le loup plante ses crocs, et puis l'animal va tirer. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça déchire, ça crée des blessures. Quand c'est sur des jeunes veaux, ça peut faire des gros dégâts. Et c'est clair que les éleveurs ou les bergers peuvent être très impressionnés. Même nous, hein, des fois, on se dit waouh. Des fois, quand il y a des attaques, tu te dis waouh, putain, là, l'animal a dû morfler. Alors, probablement qu'il y a plein d'hormones, l'adrénaline qui fait aussi que peut-être l'animal ne sent pas forcément la douleur, mais ça peut être impressionnant. Ça peut être très impressionnant. Et en fait, chez les canidés, on a les mêmes patrons moteurs. Ces patrons moteurs, c'est des comportements qui sont hérités génétiquement, mais qui peuvent être perfectibles. Et ici, on voit un coyote en fait qui court après. Ici, c'est des agneaux ou un agneau. Puis on voit là la première image, c'est l'œil vraiment qui est un comportement qui est hérité génétiquement, qu'on retrouve aussi chez certaines races de chiens comme les borders. Ils n'apprennent pas ce comportement-là. Vous avez la poursuite qu'ils n'apprennent pas non plus, et la morsure de mise à mort qui est assez spécifique. Souvent chez les canidés, c'est entre l'oreille et ici, ça peut se déplacer, mais les félidés, c'est plutôt ça, mais tout ça est inscrit génétiquement, ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Après, ils vont perfectionner en fait tout ça. Là, vous avez une image d'un border collie dans un concours qui est en train d'accourir avec une brebis. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à l'image que je vous ai montrée auparavant, on a les mêmes séquences comportementales en fait. Et ce border collie qui descend du loup a conservé les patrons moteurs du prédateur. Et en fait, l'humain qui a sélectionné ce type de chien a exprès gardé ces comportements-là pour pouvoir diriger comme si le border collie considère la brebis comme une proie, en fait. Hein. C'est le même principe, sauf qu'on intervient pour pas que le border tue la proie. Et ici, dans cette image-là, c'est intéressant parce que le border fait une mise à mort qui a été arrêtée par l'éleveur, mais la morsure, c'est exactement une mise à mort. On essaie d'éviter ça. Et j'ai un collègue qui s'appelle Jason Batese, j'aime bien le nommer parce que c'est un Géorgien qui avait déjà dans les années 80 travaillé sur les loups. Il a observé en fait des loups à l'état sauvage, puis comment les loups élevaient les petits. Et ce qu'il a réalisé, c'est que quand les louveteaux, les chiots jouent, en fait, ils se mordent à des endroits bien précis, qui est l'oreille, la nuque, souvent ils viennent mordre là, ils mordent ici, sur le museau, sur la queue, sur l'arrière. Et en fait, il a transposé ça sur des proies, comme ici une biche, puis en fait, ça correspond exactement aux mêmes morsures, soit de morsures de préhension qui est pour l'arrière, soit morsure de mise à mort qui peut être sous le ventre ou sous le cou, ou des morsures de maintien aussi, qui est le museau et les oreilles. Et on retrouve en fait ces deux types du prédateur qui joue, mais en fait il s'entraîne transposés aux proies en fait. Et ces zones de morsure ne sont pas aléatoires, c'est vraiment des zones de morsure bien précises qui sont après utilisées pour la chasse. Et bien sûr, quand vous arrivez, comme ici, c'est le premier bovin qu'on a trouvé mort, quand vous voyez ça, vous dites waouh. Et c'est vrai qu'on se disait, bon, il y a les loups, ils sont là, ça se passe bien, ça se passe bien. Là, on est au mois de juillet 2022. Et quand j'arrive sur la carcasse, je dis merde, ça y est, on y est, putain. On ne savait pas trop ce que c'était. Puis là, je vais avec les éleveurs, avec le garde, puis on regarde ce qui se passe. Puis en fait, on voit des morsures de préhension sur les jarrets. Alors la morsure de préhension fait que la canine glisse sur l'épiderme et ça va couper. Mais c'est pas les griffes qui font ça, c'est vraiment la canine. Quand il court, après, il va mordre. Donc là, on a fait une analyse un peu scientifique avec les éleveurs. Puis bon, la déduction est claire que c'était du loup, hein, c'est du loup. Et là, vous avez une autre attaque. Alors ça, en Suisse, on a la particularité de prendre de la génétique. Donc là, on sait quel loup a attaqué le bovin. Donc ici, c'est M350, M350, ouais, c'était le fameux loup, ouais. Ok, M300. Je me rappelle plus quel loup c'était. Ah non, c'était M95, oui, c'est vrai, je me rappelle. Hein. C'était le gros pépère qui était venu sur là, qui avait attaqué. Et en fait, il a mordu
l'arrière-train, en fait, puis on voit toutes les morsures, toutes ces canines qui ont glissé, et ça fait toutes ces stries. Et c'est très impressionnant. Puis là, vous voyez même une morsure à l'oreille, une morsure de maintien. On voit que l'animal a pu tirer, puis a pu se sauver. Et probablement que les deux veaux qui ont été attaqués ont été sauvés parce qu'ils ont été se mettre dans le groupe. Puis bon, les loups ont été un peu désarçonnés, ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Puis bon, finalement, ils sont partis. Et puis on a, ce qui était particulier, c'est jusqu'à pas très longtemps, ouais, jusqu'à fin 2022, on n'avait pas de morsure au niveau du cou. Et on se disait, mais comment les loups font des morsures hein, de mise à mort chez les bovins? Et là, on a un cas d'une prédation où on voit bien les morsures, donc les canines qui ont glissé sur le cou. Mais on n'a pas toujours ça. Sur les brebis, une brebis qui est tuée, en règle générale, on a ces morsures au cou. Et sur les bovins, on ne les avait pas. Et ça nous a un peu marqué. Ça me dit, tiens, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que certains, au départ, disaient, mais c'est peut-être pas du loup, c'est peut-être autre chose. Non, non, mais là, c'est bien du loup. Et puis, ce qu'il faut savoir, ce que nous on découvre, et c'est une réalité, il y a des bovins, des jeunes bovins qui sont bouffés vivants. Des fois, les tripes à l'air, des fois, on voit qu'ils ont traîné, l'animal est ensanglanté, il a été traîné. Et quand le berger, l'éleveur arrive le matin et qu'il voit ça le marque, quoi. Et il y a des gens qui sont marqués une année après. Bon, il y a certains éleveurs qui sont fous, des bovins ou des bergers, mais il y en a d'autres qui sont marqués, quoi, comme une grosse colère parce qu'il y a une souffrance. Et que cette souffrance, pour certains éleveurs ou bergers, ça se dit dans les yeux de l'animal qui est mort. J'avais une stagiaire qui était fille d'éleveur et d'éleveuse qui me disait, mais regarde l'œil là, on voit. Puis c'est vrai que moi j'ai eu l'impression, j'ai discuté avec un boucher qui me disait, non, non, mais les animaux, on voit pas ça. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'on sentait la mort, la peur, etc. Et il y a toute cette partie émotionnelle qui rentre en ligne de compte. C'est pas comme si vous trouvez un cerf qui est mort, vous n'avez pas cette même relation. Alors quand vous avez des animaux de sélection, que vous avez donné un nom, puis que matin vous arrivez, puis que le truc est écarté en 15 bouts et tout ça, vous comprenez qu'il y a des éleveurs qui sont en colère. Puis nous, quand on arrive, bon, on s'en ramasse plein la tête parce qu'ils ont besoin d'exprimer cette colère. Donc il faut aussi comprendre la situation des éleveurs, même si ça représente peu par rapport à tous les bovins qui sont tués, c'est émotionnellement, ça prend les traits de froid. Puis, pour être clair, hein, j'ai un garde-chasse qui m'a téléphoné l'année dernière, il a dû abattre un veau qui avait une patte cassée, il était mais rebuté, il dit putain, il dit j'aime les loups, mais là, putain, je dis plus jamais, moi je vais arrêter parce que ça l'a pris au trip, quoi. On peut faire de la sensibilisation, c'est-à-dire que à un moment donné, ça nous prend vraiment au trip, hein. Nous, ça nous est déjà arrivé. Ouais. Après, on essaie de faire nos boulot, puis pas trop nous mettre d'émotion, mais on ne peut pas demander ça aux éleveurs. Et bien sûr, les morsures de préhension sur des brebis, ça peut être très blessant, parce que là, on a un cas où toute la peau qui a été arrachée, le loup a pris sur le côté ici, hein, c'est une stratégie, sauf que la brebis a tiré et ça a arraché toute la peau. Ou parfois, ils arrachent la peau ici. Et là, la brebis, celle qui est en bas, est encore vivante, quoi. Là, l'éleveur a de l'euthanasie. Nous, on a eu quelques brebis bouffées vivantes. On a pu le filmer, on a pu le démontrer. Il y en a certaines qui ont même pu sauver, hein. Et une brebis qu'on a récupérée avec l'éleveur, c'est l'éleveur qui l'a récupérée, on lui a donné un coup de main, et ben, il l'a soignée et tout. La brebis a survécu. C'est des animaux qui sont très résistants, mais parfois on est forcé de les euthanasier. Donc, quand les loups attaquent des bovins, selon le type de blessure, voilà. Quand c'est des petits bovins, ben, ils arrivent à les tuer. Quand c'est des gros bovins à partir de 400 kilos, souvent ils attrapent derrière la partie anogénitale et puis ils déchirent parce qu'ils essayent avec les canines de planter et de descendre l'animal au sol, comme ils le font avec les bisons ou des élans. Sauf que ça déchire toute la partie anale et vulve. Et puis là, c'est des blessures qui sont irréparables, hein. On ne peut pas recoudre. Donc là, c'est l'euthanasie, quoi. Et on a quand même quelques bêtes comme ça qui ont été moitié bouffées, déchirées. Et voilà, et l'animal est vivant encore. Donc ça, c'est ensanglanté, ça pendouille et tout. Il y a des mecs, et voilà, ça peut prendre des trucs quand même, il faut le comprendre. Alors, toujours dans les éléments de biologie, alors, pourquoi on a des prédations sur les bovins? On a essayé de comprendre. On est toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il doit être clair, hein, on a peu de connaissances encore, on ne connaît pas tout, on débute là-dessus, donc il faut être un peu très prudent de ce que je vais dire, hein, il faut bien analyser. Bon, c'est clair que un des facteurs explicatifs de la prédation qu'on a ici dans le Jura, c'est qu'on a l'élevage extensif. C'est-à-dire qu'on a des bovins partout, et puis c'est des bovins qui sont répartis sur un territoire, ils peuvent mieux consommer la biomasse, on essaie de ne pas avoir trop de pression sur le terrain, mais on a de l'élevage extensif. Ben, l'élevage extensif, ça veut aussi dire que c'est difficile à protéger, puisqu'on est aussi on fait du sylvopastoralisme, on a des pâturages boisés, donc c'est pas aussi évident que ça. Puis bien sûr, on a une absence de loups, hein. Ici dans le Jura, on n'avait plus de loups
très longtemps, ce qui fait qu'on a un élevage qui s'est développé sans loup. On a une économie, ben là, typiquement du comté qui s'est développée sans loup. Donc, protéger du jour au lendemain, c'est complexe, hein. Et puis, en fait, il faut aussi comprendre que l'été, quand on vient avec nos troupeaux ou quand on sort les troupeaux, comme dans tout le Jura, l'Ain, tout ça, les troupeaux de veaux ou de jeux de bovins sont plutôt aux alentours des exploitations. C'est pas comme en Suisse où on les monte à l'alpage. Mais les loups circulent dans ces territoires-là et ils ont une fréquence de rencontre avec les bovins qui est beaucoup, beaucoup plus élevée qu'avec les cerfs ou les chevreuils ou les sangliers. Donc il y a cette fréquence de rencontre qui peut aussi augmenter l'opportunité de chasser. Et puis bien sûr, on a aussi réalisé que plus il y a de loups dans une meute, plus ça donne une force de frappe sur, sur le groupe. Alors, on avait ça pour la meute du marché-rue qui fonctionnait bien, hein, c'est-à-dire que la meute du marché-rue, tant qu'ils étaient deux, il n'y avait pas trop de problème. À quatre, ils ont commencé à faire une attaque, c'était deux subadultes. Puis quand on a eu quatre loups ou six loups de taille adulte, là, ils ont commencé à taper. Après le risou, c'était un peu différent parce ils ont commencé à taper alors qu'il y avait deux adultes et deux subadultes. Subadultes, c'est les adolescents. Mais là, on voit déjà que sur la meute du réseau, on a un changement. Hein. Sur la meute du marché, tant qu'il y a les deux subadultes, les deux adolescents, il n'y a pas d'attaque réussie. Et tout d'un coup, sur le réseau, on a des attaques réussies, quasi une trentaine d'attaques de ces quatre loups avec les deux jeunes. Puis on a quelque chose qui a complètement évolué, c'est avec ce fameux loup d'Europe centrale qui arrive sur le Mont-Tendre. Euh, et ben là, il s'attaque tout seul. Donc le couple et ce loup, d'un coup, est capable de s'attaquer des bovins seul. Et ce qui est très intéressant dans ce cas ici, le nombre de loups n'est pas forcément corrélé au nombre de dégâts, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et on le voit en 2023, la meute du marché rue, il y avait 3 ou 4 loups, mais aucun dégât. La meute du Mont-Tendre, 2 loups et puis une vingtaine de bêtes tuées, une vingtaine de bovins tués ou blessés. Donc ça vous montre que la relation prédateur-proie est très complexe en fait. Elle dépend de l'individu, de la personnalité, du statut, peut-être de la sous-espèce, voilà. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Encore, il n'y a pas forcément de corrélation, il faut faire attention à ça. Puis c'est vrai que quand on prend la meute du marché rue, ben, on avait ces deux loups qui se baladaient. Là, on a noté toutes les fréquences de rencontre en fait entre les loups et les bovins. Vous voyez dans un milieu ouvert, et puis on voit que ben, sur certaines zones, on a 41 passages où il y a des bovins, c'est jamais rien passé. Puis après, tout d'un coup, ben, on a toujours ces deux loups qui se baladent. Ben, on a même des images, là, je vous ai mis une photo, où il y a les bovins qui circulent, c'est des vaches mères, puis il y a des loups qui passent entre pour partir ailleurs. Voilà. Donc on a ces loups qui passent entre les bovins. Et puis tout d'un coup, on a aussi des interactions là, que je vous montre entre loups et bovins, quand il y a peu de bovins, peu de loups, pas peu de bovins. Donc ici, vous avez simplement le couple gros pépère et le dor qui passe à côté de bovins. Il y a une agitation, mais les bovins n'ont pas réalisé que c'était des loups, parce qu'en fait, il y a deux jaunisses qui ont eu peur, qui ont donné l'alarme, puis les loups passent là, donc on voit une grosse agitation des jaunisses. Et puis ces deux loups continuent leur chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la femelle qui a peur, le d'or qui a peur des bovins. Ici, on a un loup qui traverse un groupe de génisses simplement pour aller d'un point A à un point B. Puis du jour au lendemain, il y a des génisses, il continue son chemin comme si rien n'était, quoi. Et là, c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce qu'on a un jeune loup, un subadulte, donc un adolescent, qui va tester. Il va voir un bovin qui est couché, donc c'est un veau qui est couché. Et puis en fait, le veau se lève, c'est un veau qui fait 200 kilos, il fait face en disant, bon, ben, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Et peut-être c'était déjà les prémices des premières tentatives de prédation. On ne sait pas trop, hein. Au départ, on dit, bon, on pensait que c'était assez drôle, mais là, avec le recul, on se pose des questions. Et ici, vous avez une image qui est hyper intéressante, c'est qu'on a deux subadultes qui sont à côté du site de rendez-vous. Et quelques jours après, ils jouent, mais quelques jours après, il y a des bovins qui arrivent, des génisses. On les voit ici jouer à proximité des génisses. Et les génisses ne font pas du tout attention, les loups ne font pas attention aux génisses. Et à un moment donné, ces bovins, ces deux loups vont s'approcher des bovins. Et en s'approchant des bovins, ben, les bovins vont réagir. Et là, ce qui est intéressant, parce que quand on a filmé ça, en fait, on était avec le propriétaire des bovins, l'éleveur qui était là, et le berger. Et le berger et l'éleveur pouvaient nous expliquer le comportement des bovins, puis nous celui des loups. Et là, on a des comportements plutôt de curiosité, de jeu, mais on sent qu'il n'y a pas de la peur chez les bovins. Et tout d'un coup, les bovins commencent à courir après les loups. Et, et les loups, en fait, j'interprète ça comme du jeu, quoi. Les loups ils disent, ah bah tiens, ils veulent jouer avec nous. Alors les bovins font ça avec le cerf, peuvent faire ça avec le sanglier, peuvent faire ça avec d'autres espèces. Puis là, on voit ces deux loups qui courent à gauche, à droite, qui font un peu les fous. Et puis ces bovins qui regardent, qui sont intrigués, qui se disent, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Enfin, j'imagine hein, pourquoi ils jouent là. Puis là, on voit même les loups qui sont couchés comme ceci, qui attendent, puis les bovins qui vont leur courir après. Puis au bout d'un moment, ben, voilà, on a une jeunesse qui court après les loups, puis qui les chasse. Puis on s'est dit, waouh, c'est génial parce que les bovins sont capables de faire fuir les loups. Mais là, on a des subadultes. Donc l'état mental d'un subadulte, c'est pas celui d'un adulte qui sait chasser. Puis là, il y a 70 bovins là, qui sont en train qui s'interposent. Mais on voit aussi que ces loups n'ont pas peur des bovins, parce que là, ils sont couchés les deux, ils regardent ce qui se passe, et puis ils attendent comme si ils attendent une réponse au jeu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui montre que la relation entre loup et bovin est très complexe. Et ça peut aller de la prédation, mais ça peut aller au jeu, ça peut aller à l'indifférence. C'est pas toujours parce qu'il y a du loup qu'ils vont forcément attaquer les bovins. Puis là, on voit ben, les loups, les bovins qui sont en train de chasser, puis les loups qui vont partir. Bien sûr, là c'est ces interactions de jeu, et la prochaine vidéo que vous allez voir, alors là, c'était la première tentative de chasse sur un troupeau, je vous la passe maintenant. Ça se passe au marché rue. Là, on a 4 loups de taille adulte, donc le père et la mère, Boucle d'Or et Gros Pépère, et les 2 subadultes qui sont nés en 2019. Donc les 2 adolescents, là on est en 2020, et puis on a pour la première fois, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on a un lieu de passage où les bovins passent, mais où les loups avaient toujours l'habitude de passer. Et à une nuit, on ne sait pas pourquoi, ou un matin, parce que c'est à 5 heures du matin que ça se passe, il y a un des loups qui déclenche. Et ce loup qui déclenche, en fait, c'est Gros Pépère, le M95, qui va déclencher sur un groupe de vaches mères. Et cette vidéo est fondamentale parce qu'elle nous a permis de comprendre en fait que ce qui était vulnérable, c'était les veaux sans surveillance. Et je m'explique. Alors, je vous explique juste ce qui est en train de se passer. C'est que là, vous avez Gros Pépère qui a repéré les veaux. Là, il va s'arrêter, il va regarder un peu ce qui se passe. On voit qu'il y a un autre subadulte qui suit, pendant que c'est M121. Et là, il va courir après un veau, puis le prendre sur le flanc ici. Et on ne pensait pas qu'il pouvait s'attaquer à des veaux avec des vaches mères, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il s'attaquerait plutôt à des veaux qui allaient naître, qui avaient quelques jours, qui étaient beaucoup plus vulnérables. Et là, on voit, en fait, ce qui est aussi intéressant sur cette vidéo, on voit comment les mères vont interagir, et puis elles font fuir les loups. Donc ça montre aussi que les vaches mères, donc ces vaches qui élèvent leurs petits, ont la possibilité de protéger leur groupe. Et puis après, on voit aussi la cohésion, puis les interactions entre les loups. Donc c'est comme ça, on voit des comportements de soumission ici, ce qui permet de savoir qui est adulte, qui est les petits. Et puis, ça nous a permis aussi de confirmer que Boucle d'Or, cette fameuse femelle, ben, elle a peur des bovins. Et dans ce cas-là, elle ne participe pas à la chasse. Donc là, on a une preuve qui est intéressante parce que tous les loups ne chassent pas les bovins. Et elle, dans ce contexte-là, malgré toute l'excitation qu'il peut y avoir, elle ne participe pas à la chasse, elle reste en retrait. Donc là, il n'y a que les trois qui essayent de choper les bovins. Alors pourquoi je dis que cette vidéo est fondamentale? C'est que jusqu'à présent, notre hypothèse, c'était de dire, soit du village en montagne, et puis que le loup tombe sur un veau qui est seul parce que la mère va rejoindre le groupe pour aller se nourrir, pour aller revenir nourrir le petit. Ce veau qui reste seul, si les loups le trouvent, ils vont le bouffer. C'est des veaux qui font 30, 40, 50 kilos, donc ils sont très vulnérables. Et là, tout d'un coup, on a réalisé que les loups s'attaquaient à des bovins de 200 kilos, 250 kilos. On s'est dit, waouh, s'il n'y avait pas eu les vaches mères, qu'est-ce qui se serait passé? Et là, on a tiré la sonnette d'alarme en disant, mais attendez, notre type d'élevage aujourd'hui, c'est d'avoir des groupes de veaux, alors des veaux ou des jeunes bovins, hein, jusqu'à 12 mois, 15 mois, qui sont seuls, sans la présence d'adultes. Vous imaginez que si 4 loups arrivent dans ce système-là, ils vont réussir à mettre bas, à tuer des bovins. Donc on essaie d'alerter tout le monde, et puis personne n'a réagi. Et malheureusement, on a écrit dans notre rapport en 2021, je dis attention, en 2022, ça va péter. Ou c'était 2020 pour 2021. Et en 2021, ça a pété, quoi. On a eu raison, quoi. Malheureusement, mais personne n'a réagi. Donc voilà, on a émis cette hypothèse de dire que c'était lié au groupe. Puis c'est vrai que le groupe, au nombre de loups. Puis moi, j'avais demandé carrément le tir du reproducteur, ce qui a été difficile, parce que il y a le scientifique qui dit, ben, voilà les choses qu'il devrait faire. Après, il y a Jean-Marc Landry avec ses émotions, qui adore les loups, mais voilà, qui prend la parole? Ben là, c'était le scientifique qui disait, ben, il faut tirer les deux mâles ou le reproducteur pour cesser les attaques. Puis bon, bien sûr, la loi ne le permettait pas. Après, bon, tout le monde s'en est mêlé, tout le monde a un avis. Personne n'est sur le terrain, mais tout le monde a un avis. Donc ça a été une gestion très compliquée du conflit. Et malheureusement, ça a traîné. Et puis aujourd'hui, on est à pouvoir tirer tous les loups, avoir des bovins
qui sont aussi dans la tourmente. Donc vous voyez que tout ça est bien complexe. C'est pas aussi simple, c'est pas juste de faire comme ceci. Donc là, on vous a montré des vidéos où les bovins peuvent jouer avec les loups à quelque part. Ouais, c'est du jeu. Et puis la vidéo d'après, vous voyez que les loups tuent ou essaient de tuer des bovins. Et puis justement, là, vous avez une naissance qui vient, un vélage qui vient d'arriver. Là, on arrive juste au moment. Et ce qui est surprenant, c'est que toutes les génisses qui ont vélé là, elles ont vélé à côté du site de rendez-vous. On n'a pas eu une prédation, on n'a pas eu un animal qui a été tué, rien. Et à 20 km de là, eh ben, les loups qui vivent sur ce territoire-là vont faire 20 km pour aller tuer des bovins à 20 km de là, puis revenir. Et vous dites, mais qu'est-ce que vous foutez, les loups là? Il y a de la bouffe à côté, pourquoi vous allez là-bas? Et on ne comprend pas. Alors, certains nous disaient, oui, mais il y a le site de rendez-vous à proximité pour ne pas se faire repérer. Mais l'année d'après, on a eu des attaques à côté du site de rendez-vous. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas chez nous. Bon. Alors, on a essayé de mettre en place, ça c'est surtout mon collègue Jean-Luc Borelli qui on a essayé de mettre en place des tableaux pour essayer d'expliquer un peu la dangerosité. Donc, c'est clair que vous avez un loup qui est seul ou en paire ou en couple, eh ben, la dangerosité, le risque d'attaque est beaucoup plus faible quand même quand il y a un grand groupe. Cette année, on a un peu, en 2023, on a quand même une exception avec ce gros loup. Alors, je dis gros loup, hein, c'est qui vient d'Europe centrale, où lui est visiblement en couple, où tout seul arrive à attaquer des bovins. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'à partir de 3 loups, le risque augmente quand même. Mais il y a quand même du dérangement, même si vous avez un ou deux loups, il peut quand même avoir du dérangement, mais le risque de prédation quand même augmente avec le nombre de loups d'une manière générale, hein. Peut-être qu'on verra des changements. Et ce qui est intéressant sur la meute du marché rue, si je prends celle-ci, parce que c'est la meute historique, mais en 2019, on n'avait que 2 loups, puis on a des agitations sur le troupeau, on a des bêtes qui courent, qui ont un peu peur. En 2020, ben, on a le couple reproducteur plus 2 louveteaux de 2019 qui deviennent des subadultes. Puis là, on a une tentative de prédation. Puis en 2021, eh ben, on a le couple reproducteur, les 2 subadultes qui viennent des adultes. Puis tout d'un coup, on a 2 subadultes, donc on a 6 loups de taille adulte. Et là, ben, on a toutes les attaques, quoi. Puis en 2022, ben, on a là, le coproducteur, plus 2 loups adultes, plus 3 subadultes, ça fait 7 loups. Puis là, on a 25 attaques. Donc là, ça explose, quoi. Donc pour le marché russe, ça marche assez bien. Pour les autres, la meute du Rizou, c'est un peu plus complexe, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a le couple reproducteur en 2021, on a une attaque sur des brebis. Mais en 2022, on commence déjà à avoir des attaques. Contrairement au marché russe, je vous rappelle que quand on avait des subadultes, bah, il n'y a pas d'attaque. Et là, il y a des subadultes, il y a attaque. Donc voilà, on a eu 28 attaques sur bovins, puis une attaque sur ovins. Donc on voit que d'une meute à l'autre, ça peut quand même changer. Je vais terminer maintenant sur ces éléments de la biologie de loup, parler d'un élément qui me paraît important, parce qu'on a beaucoup discuté, on en discute encore, c'est les attaques de loup sur l'homme. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le loup est un danger pour l'humain? Est-ce que si vous allez vous balader et vous risquez de vous faire attaquer par des loups? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante, qui est intrigante, mais c'est vrai que nous, biologistes qui sommes sur le terrain, on dort sur le terrain. Moi, j'ai mon fils qui, s'il a 15 ans, 16 ans, il va sur le terrain, ça ne me pose aucun problème, j'ai pas peur. Et des fois, cette question me paraît un peu saugrenue. Je me dis, mais pourquoi on a autant peur du loup? Donc, j'essaie de donner des faits de la littérature, de dire, voilà, voilà comment on voit les choses, et d'essayer d'être le plus objectif possible, juste pour vous présenter ça. Et là, on a un truc objectif, c'est déjà vous présenter une première vidéo où on voit un loup qui arrive sur un sentier et puis qui part. Vous vous dites, tiens, pourquoi il part? De quoi il a peur? Puis vous allez voir de quoi il a peur. En fait, tout d'un coup, il y a un randonneur qui arrive sur le chemin. Vous voyez le temps de latence, hein, entre le départ du loup et puis c'est ce randonneur qui arrive. C'est quand même étonnant. On a plusieurs images comme ça, hein. Ce qui montre aussi que probablement quand vous êtes en montagne ou dans le Jura, vous croisez des loups sans le savoir. Et là, voilà, on voit la personne, hein, qui arrive. Et puis, ben, le loup était déjà parti. On a la même chose avec un cycliste, hein. On a un loup qui est en train de renifler. Donc, on le voit qu'il part il part à toute vitesse. Puis, on a un cycliste qui arrive juste derrière. Alors, il y a une première étude qui a été faite par Jean-Marc Morisseau de 1500 à 1900. C'est un historien qui, lui, s'intéressait un petit peu à ces loups mangeurs d'hommes en France. Et puis, il a étudié les registres paroissiaux. Mais c'est intéressant parce que il a tout un réseau de scientifiques, d'historiens qui ont travaillé là-dessus.
Et alors, si je prends les chiffres, le maximum qu'il a donné, lui dit jusqu'à 10 000 attaques de 1500 à 1900. Je pense que c'est exagéré, hein, à mon avis, parce que les registres par ratio vous donnent des informations. Bon, on ne peut pas toujours prouver que c'est du loup, mais admettons que tout ce qu'il a découvert, c'est du loup. Ben, si on prend en moyenne par année, ça fait 25 attaques sur l'humain, en sachant qu'il y a des humains partout dans la nature, puis qu'il y a des loups partout dans la nature, puis en sachant qu'il y a la rage, puis que certaines attaques étaient dues au même loup. Donc en fin de compte, même à l'époque où il y avait des attaques, la bête du Gévaudan, tout ce qu'on avait peur, sur l'année, sur le territoire français, ça faisait finalement peu d'attaques, si on considère qu'un loup pouvait attaquer plusieurs fois. Ce qui est intéressant dans son étude, il a aussi montré que des loups sains pouvaient attaquer des humains. Ce n'était pas toujours des loups enragés. Parce que tout le monde dit oui, c'était des loups enragés, non, mais des loups sains. Et ce que je trouve très très intéressant, c'est que lui il dit clairement que c'est plutôt des loups seuls qui attaquent des humains, pas des loups en meute. Les loups en meute, ils attaquent plutôt des bovins, des grosses proies, c'est plutôt des loups seuls. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, notre étude Canovis, on a été pendant plusieurs années dans le sud de la France, on filme les attaques, on peut répertorier le nombre d'attaques, et bien on voit que les loups, c'est plutôt des loups seuls qui attaquent les troupeaux de brebis, et c'est pas des meutes. C'est très rare. Donc ça, c'est pour nous, c'est intéressant. Puis il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, ben, les enfants étaient de petits gabarits. Un adulte mesurait, je crois, un homme adulte, en moyenne, c'était 1,52 m. Donc on aussi était beaucoup plus petit. Voilà, c'était différent, hein, complètement différent. Mais on retrouve un peu ces structures sociales en Inde aujourd'hui. Et là, on a aussi des attaques sur les enfants. Encore aujourd'hui, en 96, on a eu, je crois que c'était 96 attaques, 96 attaques, on était complètement surpris, 50 fatales quand même. Et puis on a aussi montré bah, que c'était dans un endroit de l'Uttar Pradesh où il y avait beaucoup, beaucoup d'humains, plus de 600 personnes au kilomètre carré, plus de gibier, les enfants qui ne sont pas gardés, dans les hautes herbes, vraiment, des loups se sont spécialisés parce qu'ils ont considéré les enfants comme des proies. Donc ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Voilà, on peut nous dire, bah oui, ça c'est dans le passé, c'est en Inde, mais là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a une étude qui a été faite par des collègues norvégiens. Ils ont pris de 2002 à 2020. Il y a une étude qui prend de 96, mais je ne l'ai pas mis là. Mais là, de 2002 à 2020, ben, est-ce qu'il y a eu des attaques de loups sur l'humain? Puis en fait, ce qui démontre, c'est qu'on a eu deux attaques qu'ils considèrent comme de prédation, parce qu'ils ont divisé leur tableau, comme vous voyez ici, entre des attaques qui sont dues à la prédation, à la rage ou de défense, parce que l'humain a provoqué le loup et puis le loup s'est défendu. On a eu un cas récemment en Allemagne, hein, où une personne s'est fait mordre à la main. C'était un éleveur amateur, il y avait un loup qui était pris dans l'enclos, il a voulu lui taper dessus avec une pelle ou je sais pas, une fourche, puis il s'est fait mordre parce que le loup a eu peur, probablement que c'est ça, hein. Et là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu deux cas de prédation depuis 2002 à 2020, une au Canada, puis une en Amérique du Nord, où en fait, aux USA, ou en Alaska exactement, où un loup a tué un humain. Voilà, ça fait deux sur le nombre de loups qu'il y a. Puis on a eu quand même 58 attaques qui sont non fatales. Donc la plupart des attaques sur l'humain, même quand c'est de la prédation, même quand le loup veut tuer l'humain, ben souvent il n'y arrive pas. Alors ça c'est intéressant parce que le grand méchant loup qui tue tout le monde, ben, on voit que la majorité du temps il tue pas, il tue pas les gens. Après on a bien sûr la rage. Alors nous on n'est pas en France, en Suisse, en Allemagne, on n'est pas en zone de rage. Eh ben, on a eu un cas, il y a eu 14 humains qui ont été tués par des loups enragés, mais on est en Turquie, en Inde, en Kazakhstan, donc on n'est pas sur des zones qui sont complètement différentes de chez nous. Puis pour l'Europe, on a eu un cas de rage mais qui n'a pas pu tuer un humain, c'est un loup enragé qui a mordu quelqu'un en Croatie. C'est le seul cas qu'on connaît. Donc vous voyez que même en Europe occidentale, donc je ne prends pas l'Ukraine, mais je prends la Croatie, la Slovénie, qui font partie de l'Europe, on voit que c'est quand même des éléments qui sont très rares. Puis on a eu un cas où un loup s'est défendu en Macédoine, où quelqu'un, un berger, a voulu aller taper sur un loup, il s'est défendu. Voilà. Alors à quelque part, si vous prenez toutes les attaques de 2002 à 2020 sur toute l'Europe occidentale, avec l'Amérique du Nord, le Canada, et on a eu 12 attaques en fait, avec 14 victimes, dont 2 décès. Donc c'est peu finalement, en vous disant que l'Amérique du Nord c'est plus de 60 000 loups, l'Europe maintenant, à cette époque c'était à peu près 15 000 loups. Donc c'est vraiment extrêmement peu, c'est très rare. Puis même quand malheureusement ça peut arriver, eh ben, les gens s'en sortent, quoi. Alors bien sûr, ce que la conclusion de cette étude, c'est de dire, ben oui, le risque est non nul, mais il est tellement faible qu'il n'est pas calculable. Et c'est comme avec toute espèce, le loup reste un animal,
Et comme le sanglier, comme le chevreuil, comme le bouquetin, comme le cerf, il peut y avoir une interaction qui peut se terminer par une blessure. Mais c'est pas un problème, quoi, c'est vraiment pas un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs ont essayé de comprendre dans quelles circonstances ont eu les attaques. Et c'est souvent lié à la nourriture. En fait, c'est des humains qui nourrissent des loups, notamment des photographes. C'est ce que le rapport relève. On nourrit, puis on a un cas actuellement en Hollande, là aux Pays-Bas, où il y a des images d'un loup qui s'approche des voitures, et puis on a réalisé qu'il était nourri. On a eu un cas en Allemagne aussi, où un loup s'est approché des humains dans un village, il passe devant un jardin d'enfants. Je dis, mais qu'est-ce que ce loup fout là, quoi? C'est quoi cette histoire? Et en fait, on a découvert qu'il était nourri par des humains. Alors parfois, il y a des loups qui traversent les villages, hein. Ça arrive qu'ils sont en dispersion, donc ils quittent le groupe parental, ils sont perdus, ils se retrouvent dans une ville, ils sont complètement perdus. On a eu ici dans le Jura, ça arrive toutes les années. Alors ça crée des gros émois, mais voilà, c'est normal. Ça, c'est pas de l'attaque, c'est quelque chose où le loup va fuir s'il peut loin. Donc la conclusion, c'est de dire, on peut aller se balader dans la nature pour risquer rien. Et j'aimerais juste vous parler de quelque chose que moi qui m'a beaucoup frappé, parce que j'essaie de réfléchir à ces attaques de loups. Pourquoi on a des attaques de loups? Pourquoi ça fait aussi peur à l'humain, ces attaques de loups? Et puis c'est une question d'évaluation du risque. C'est qu'est-ce qu'on accepte comme risque? Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant les fêtes de Noël et Nouvel An, ben moi j'ai vu des gens beaucoup boire autour de moi qui prenaient la voiture, ou même des gens qui buvaient pour aller chercher leurs enfants après. En disant tu vas pas avec une voiture parce que les gens seront saouls, mais eux l'étaient, ils étaient ivres, donc ils n'étaient pas en état de conduire. Et ça, dans notre société, ça pose pas vraiment de problème parce que tout le monde boit, l'alcool c'est un truc culturel, et on prend notre voiture toutes les études scientifiques montrent que déjà, avec un seul verre, on a déjà notre acuité visuelle qui diminue, le réflexe qui diminue, donc on augmente déjà le risque d'un accident. Et chaque année, il y a en Suisse comme en France beaucoup de gens qui sont morts, euh, tués par des gens qui avaient bu ou qui avaient qui avaient consommé de la drogue. Et moi, j'aimerais juste que vous réfléchissiez de faire cette réflexion-là, de se dire, mais pourquoi le loup fait autant peur? Pourquoi la prédation du loup sur l'humain fait autant peur à quelque chose qui est quasiment nul? Mais d'autres choses comme l'alcool ou d'aller skier un dimanche matin sur une piste de ski, où chaque année, en Suisse par exemple, on a 63 000 accidents par année sur une piste de ski, personne n'en parle. Donc, ayez ça peut-être en tête. Et si jamais vous rencontrez un loup, ben, ce que vous dites toujours, hein, les joueurs au million, parce que c'est une chance unique. Je pense que l'espèce la plus dangereuse sur Terre, ben, c'est quand même l'humain, hein. Quand on voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui ou en Ukraine, bon, je pense que l'eau, c'est pas vraiment le problème. Bon, bien sûr, on essaye aussi quand même d'étudier ça, prendre ça au sérieux. Puis il y a des recommandations qui sont faites au niveau européen. Si on voit des loups qui s'approchent trop de l'humain, là, je vous ai mis un tableau, vous pouvez en prendre connaissance. Mais si on a des loups qui sont à une certaine distance puis qui fuient, bon, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, quand vous avez un loup à moins de 30 ou 20 mètres qui fuit pas malgré votre présence ou qui s'approche ou qui s'approche de village, ou qui commence à s'approcher des chiens, on peut donner des autorisations de tir parce qu'on estime que ce loup présente un danger. Et puis l'idée, c'est d'éviter quand même l'accident. Donc on a quand même les moyens juridiques et scientifiques pour intervenir si nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français, ben vous, l'Office français de la biodiversité, ont répertorié toutes les interactions de loup avec l'humain depuis 93, là où on le loue officiellement. Ils ont plus de 4000 interactions. Puis en fait, il y en a 10 qui ont été considérées comme problématiques. Et sur ces 10, il n'y en a aucune qui a été néfaste, hein. Il n'y a pas eu d'accident, pas de morsure, il n'y a rien eu. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que là, on est chez nous. On est dans les Alpes, on est peut-être dans le Jura. Et ça, c'est chez nous. Ben, voilà, les interactions existent, mais voilà, elles ne sont pas problématiques pour l'instant. Bien sûr, l'autre question qu'on nous pose souvent, c'est de dire bah, les hybrides, hein. Les hybrides, le terme n'est pas tout à fait exact, hein, parce que chien et loup sont des espèces qui sont tellement proches, c'est pas deux espèces complètement différentes. Donc, c'est des introgressions, c'est-à-dire que le loup a de la génétique de chien ou vice-versa. Mais bon, je vais quand même utiliser le terme hybride parce que c'est celui qui est le plus simple à utiliser. Ben, on a de temps en temps des hybrides, bien entendu, mais un hybride, ça reste un animal sauvage et il ne va pas attaquer plus les humains parce qu'il y a du chien et puis qu'il aurait moins peur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a très très peu d'hybrides, hein. En France, on a fait des études là qui montraient que, voilà, on a à peu près, j'ai marqué les chiffres, mais je crois que c'est 7% d'introgression de chiens dans du loup, ce qui est très peu sur plusieurs générations, 3% de génération F1, donc loup, chien. Et puis en Suisse, on a eu un cas ou deux dans les grisons, mais c'est quelque chose qui reste très rare. Et ce qui est aussi intéressant dans ces questions, alors je mets ce mot en guillemets d'hybride, c'est que nous, on a aussi
une manière de voir le chien et le loup et puis l'hybride, on imagine que le loup doit être de cette couleur-là, de cette taille-là. Et là, vous avez un exemple d'un animal qui a été tué parce qu'on pensait que c'était un hybride, mais en fait, c'est un loup pur. Et ça vous montre que dans la variabilité des loups, bah, elle est fixée par rapport à l'environnement, c'est celui qu'on connaît. Mais on peut avoir des loups complètement roux, on peut avoir des loups très très noirs comme on a ici, avec des colorations qui nous font penser que c'est des hybrides, mais ça n'en est pas. Donc ça vous montre aussi, bien sûr, ces frontières, parce que nous on aime bien classer des choses. Et c'est vrai qu'entre loup et chien, bah, un est l'ancêtre de l'autre, ils ont toujours coévolué, il y a toujours eu des échanges de gènes. Voilà, donc ça a toujours existé, mais nous, ce qu'on a, c'est du loup, quoi. Un canis nous pousse, voilà, c'est et puis, ben, là, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai montré des chiffres qui ont été faits par un laboratoire français, Antagen, bah, qui montrent quand même que finalement, on a peu d'hybrides en France, quoi, très peu. Alors, l'hybride pose pas vraiment problème, excepté pour nous biologistes, parce qu'on a trop d'introgression chien dans du loup, c'est qu'on peut amener des maladies ou une faiblesse immunologique, et qu'en fait les loups d'un coup peuvent être plus sensibles à des maladies ou à des parasitos. C'est surtout ça qui nous fait peur. C'est pas la pureté de la génétique, mais c'est de dire qu'on va affaiblir en fait l'immunité du loup, et ça peut être catastrophique. On a ces problèmes-là en Éthiopie et Canis mensis, où en fait les chiens peuvent apporter des maladies de carré, affaiblir, puis comme c'est des espèces qui sont déjà très rares, ça peut éventuellement les éradiquer. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus problématique.